Ok, donc on continue sur nos histoires de modèles paramétriques. Je vais juste basculer sur mes slides. Voilà. Ok, donc on avait défini ces histoires de modèles paramétriques. Donc l'idée était assez simple, hein. On dispose encore une fois d'un échantillon. On suppose que derrière on a des variables aléatoires indépendantes qui sont dans une même loi, enfin qui sont tirées suivant une même loi, qui appartient à une famille euh, qui est complètement caractérisée. Donc on nous donne le nom de la famille pour faire simple, mais le paramètre θ associé est inconnu. Voilà, donc la famille est décrite par un paramètre. Ça va être une loi de Bernoulli, une loi de Poisson, une loi exponentielle, un mélange d'exponentielles, même si c'est un peu plus compliqué, j'en ai parlé un petit peu la dernière fois. Donc voilà, donc on nous donne la famille et on ne nous dit juste pas le paramètre, il faut trouver le meilleur paramètre possible. Donc ça va être l'objet de ce qu'on va voir ici. Donc on va essayer d'estimer, ça va être le terme qu'on va utiliser, le paramètre inconnu. Donc au niveau formel, donc on se donne un modèle paramétrique, okay, c'est-à-dire qui a un paramètre sous-jacent. Okay, donc le paramètre, c'est le paramètre lambda de votre loi de Poisson, okay, qui est inconnu. Donc c'est ce que je vais noter ici, θ. Donc on note toujours θ dans les livres de stats, les paramètres souvent inconnus, mais qui vont aussi, alors ça va être aussi la difficulté, il faut parfois servir de notation. Mais bon, on va se dire que c'est la valeur inconnue, donc par exemple 2.3. Okay, donc c'est la valeur que je ne connais pas, mais j'ai besoin d'estimer le nombre de fois où on va chez le médecin par an. Voilà. Donc il s'avère que peut-être que c'est des variables aléatoires de paramètres des paramètres de Poisson, de paramètres 2.3, mais je ne connais pas ce 2.3. D'accord. Donc c'est un paramètre qui est fixé et qui est inconnu. Grand θ, c'est l'espace des paramètres. Donc en l'occurrence, ici, bah, ça va être R+, okay, je vous l'avais dit, donc c'est n'importe quelle valeur réelle positive. Et ensuite, je vais avoir mes notations, donc avec toujours la même convention que d'habitude, c'est-à-dire les grands Y, ça va être mes variables aléatoires, okay, et les petits Y, ça correspond à des chiffres. Voilà. Donc encore une fois, j'utilise une notation symbolique pour éviter d'avoir toujours des exemples numériques et donc prendre un peu de recul par rapport au cas pratique qu'on pourrait avoir. Donc je définis une théorie un peu générale et ensuite on essaiera de la décliner suivant des exemples. Donc de manière générique, je vais avoir des données que je vais noter petit y, que je suppose comme étant des réalisations de variables aléatoires quantiques. Et autre notation importante, le n. N, ce sera le nombre d'observations, okay, qui vont être, que j'aurai à ma disposition pour pouvoir dire des choses. Voilà. Donc en particulier, on va avoir des discussions sur le fait que bah, plus j'ai de données, mieux je peux sûrement approcher la vraie valeur. Quelque chose comme ça. En tout cas, on a l'intuition qu'on devrait avoir ce genre de choses. Et c'est ça qu'on va essayer de formaliser. Ok, donc je vais définir un objet. Alors, ici, il va y avoir deux noms. Donc, on va distinguer la notion d'estimateur et la notion d'estimation. Okay, donc, ce qu'on va appeler un estimateur du paramètre θ, ça va être une variable aléatoire qui sera notée un θ chapeau de y et qui sera en fait une statistique formellement. D'accord. Donc, un θ chapeau va être associé à une statistique qui va être construite à partir de nos données. Je n'ai pas utilisé le mot ici, c'est peut-être un peu malheureux. Mais voilà. On va essayer de trouver une statistique qui nous permet d'approcher. Et encore une fois, là, je n'ai pas vraiment donné de critères pour dire que l'estimateur sera bon. Pour le moment, on se contente de dire que c'est quelque chose qui va être une fonction de mes variables aléatoires sous-jacentes. Et la valeur estimée, ça va être la valeur qui va être associée à mon échantillon. Okay, donc l'estimation, ça va être le θ chapeau de petit y. Donc par exemple, ici, ce serait 2,57 si jamais je compte dans mes données. Donc j'ai observé les nombres de fois où les gens sont allés chez le médecin. Et il s'avère qu'en moyenne, les gens sont allés 2,57 fois chez le médecin dans l'année. Donc ça pourrait être mon estimation de mon paramètre sous-jacent que je ne connais pas, θ, qui je vous rappelle valait, je ne sais plus, 2,3, j'ai dit, et que je ne peux pas savoir. Encore une fois, je ne saurais jamais quelle est sa vraie valeur, sauf si jamais je simule mes données. Mais dans la vraie vie, on a des données, on suppose qu'on a un modèle sous-jacent avec un paramètre qui est inconnu, dont le paramètre je ne le connaîtrai jamais, okay, et je vais quand même essayer de l'approcher avec mes données. D'accord. Donc, θ chapeau, ce sera ce que je vais appeler mon estimateur, et on va essayer de trouver des propriétés qu'on veut sur cet estimateur, parce que si je vous dis, je prends juste une statistique, c'est ce que j'évoquais dans la capsule précédente, je peux prendre la 5e observation. Je peux prendre la différence entre le max et le min. Okay, ça dépend de ce qu'on veut approcher, en fait, fondamentalement. Donc,
essayer de revenir un petit peu sur les propriétés souhaitables de notre estimateur. Et voilà. De manière générique, c'est ça qu'on définit. Donc, ça va être une fonction. Donc, θ chapeau de petit y, ça va être une statistique qui va être basée sur notre échantillon. Et naturellement, ce qu'on espère, c'est que ce θ chapeau soit relativement proche de θ. Voilà. Et c'est cette notion de proche qu'on va discuter par la suite. Donc, juste pour info, si vous regardez dans pas mal de livres de statistiques, en fait, on ne note pas le parenthèse y, on se contente de dire on a un estimateur θ chapeau. Voilà. Alors, c'est un petit peu dangereux et encore une fois, il faut être un petit peu vigilant parce qu'on ne sait pas de quoi on parle. On ne sait pas si on parle du premier, qui est une valeur numérique, donc θ chapeau, ça vaut 2,57, ou est-ce que c'est une variable aléatoire? Donc c'est quelque chose qui a une distribution. Okay, donc est-ce qu'on parle de la variable aléatoire sous-jacente compte tenu du fait qu'en fait on a obtenu un échantillon et que si jamais j'avais eu un autre échantillon, j'aurais d'autres valeurs. Okay, donc c'est tout ça dont on va discuter par la suite. Donc, je reviens là-dessus. Un estimateur, c'est une variable aléatoire. L'estimation, c'est une valeur numérique. Okay, donc il faudra bien faire attention quand on utilise. Donc, il faut vraiment faire la distinction entre les deux. L'ordinateur nous enverra une estimation. Donc, on va essayer de trouver des propriétés pour construire des estimateurs. Mais une fois qu'on aura des données, on va construire notre estimation et on va obtenir une valeur numérique. Okay, donc, petit exemple, si jamais j'ai des observations qui suivent une loi normale de moyenne θ et de variance 1, okay, j'aimerais bien pouvoir approcher mon paramètre θ. Okay, donc, trouver un estimateur de cette grandeur θ que je ne connais pas. Donc, on va essayer de l'approcher par un θ chapeau qui sera, si possible, relativement proche du paramètre sous-jacent non observé. Okay. Donc, exemple assez naturel, on avait vu, je reviendrai sur le formalisme plus tard, mais c'est ce qu'on va appeler la méthode des moments. La méthode des moments consiste à dire, θ, c'est quoi ici? C'est mon paramètre mu, c'est dans ma notation usuelle, et ça correspond à la moyenne, ça correspond à l'espérance de ma variable aléatoire sous-jacente. Okay, donc, si jamais j'ai l'espérance, ce qu'on avait vu, c'était que la version empirique d'une espérance, c'était la moyenne. Dans ces cas-là, pourquoi pas se dire que θ chapeau, ce sera tout simplement ma moyenne. Okay, donc, ça consiste à dire, si jamais je n'observe pas l'espérance, parce que je n'observe jamais les variables aléatoires, je ne connais pas leur distribution, mais je suppose qu'elle est gaussienne, dans ces cas-là, je peux approcher ou trouver, disons, une grandeur numérique relativement proche du paramètre θ que je ne connais pas. Je le remplace tout simplement par la moyenne empirique. C'était ce que je disais tantôt quand je disais j'ai mes visites chez le médecin. Dans ma population, j'ai observé 2,57 visites par an chez le médecin. Dans ces cas-là, ça peut me donner une grandeur numérique proche de la valeur que je n'observerai jamais. Okay, donc ça va être ma valeur, mon estimateur en fait. D'accord, donc c'est ce que j'explicite ici en disant θ chapeau 1, ce serait y bar. Et dans ces cas-là, θ chapeau de grand y bar, c'est ma variable aléatoire qui est une variable gaussienne. Okay, tout simplement parce que la moyenne, on avait vu la moyenne de variables gaussiennes, ça reste quelque chose de gaussien. Okay, c'est toutes les propriétés que j'avais évoquées dans la capsule précédente sur la loi normale. Okay, donc cette valeur-là, c'est une valeur numérique, genre 2,57. Et cette grandeur-là, on verra, ça suit une loi normale avec une certaine moyenne et une certaine variance. Donc ça a une distribution. Okay, donc on reviendra sur l'histoire de la distribution de notre estimateur, parce que c'est ce qui nous donne en fait la précision. Et c'est quelque chose qui va être important, c'est que pour le moment, on va se contenter d'avoir une valeur numérique pour l'estimateur, se dire, OK, ma moyenne, elle est de 2,50. Ma moyenne empirique vaut 2,57, mais j'aimerais bien peut-être avoir un intervalle de confiance. Donc l'intervalle de confiance, c'est ce qui vient dans la capsule juste après, enfin dans la série de capsules juste après. Ça va être la partie numéro 10, qui va être basée en fait sur cette histoire-là. C'est que comme je sais que j'ai une loi normale, je peux trouver des valeurs qui vont me donner des bornes. Okay, donc pour le moment, on se contente de faire de l'inférence ponctuelle. On va essayer de trouver un estimateur, mais par la suite, on essaiera d'aller un petit peu plus loin. Et pour aller plus loin, on a besoin d'avoir ces variables aléatoires. Okay, donc on fait bien la distinction entre l'estimation et l'estimateur. Et la variance de nos estimateurs, par exemple, sera une information importante, c'est que ça nous donne la dispersion. Ça nous dit à quel point est-ce qu'on est précis. Avoir un estimateur qui est très imprécis, ça ne me dit pas grand-chose. Ça me dit mon 2,57, en fait, ça aurait pu être 3, ça aurait pu être 8. Okay, ça ne nous intéresse pas beaucoup d'avoir des estimateurs avec une grande variance. Par contre, avoir des estimateurs avec une toute petite variance, ça nous intéresse, ça veut dire qu'on est très précis. Et donc, on peut avoir confiance dans notre estimation. Okay, donc, étudier ces variables aléatoires-là, ça va être important. Alors, je vous en propose un autre,
qui consiste à se dire, bah, éventuellement, on avait vu que dans le cas du non normal, θ, c'était aussi la médiane. Peut-être que je pourrais le définir en fait en regardant tout simplement l'écart entre le min et le max. Okay, regardez la position médiane entre les deux. Et donc, je vais tout simplement prendre la moyenne entre le minimum et le maximum. Okay, ça pourrait être quelque chose qui est relativement intéressant. Okay, en tout cas, ça ne paraît pas complètement stupide de l'utiliser comme étant une estimation de notre paramètre inconnu. Okay, donc, la difficulté, c'est de se dire, OK, comment est-ce que je peux trouver, à partir de mes données, quelque chose, une grandeur numérique qui soit relativement proche du paramètre que je ne peux pas observer. Et ça, on va utiliser des propriétés qu'on a évoquées sur nos lois. Donc, on a des propriétés sur nos estimateurs, enfin, sur nos paramètres sous-jacents, et on va essayer d'exploiter ces propriétés-là. Donc, encore une fois, l'idée, c'est que pour une normale, θ, c'est un paramètre de localisation moyenne. Dans ces cas-là, il suffit que je dise, je vais trouver une statistique qui me donne à peu près la position moyenne dans un échantillon. Donc, on a pris la moyenne empirique, mais encore une fois, la médiane pourrait être un estimateur intéressant. Et cet écart entre le min et le max pourrait être aussi une grandeur relativement pertinente. Okay, donc, c'est ça qu'on essaye de faire quand on construit un estimateur. C'est de se dire, je vais chercher des propriétés attendues sur le paramètre sous-jacent parce que, compte tenu de la loi sur laquelle je travaille, le paramètre vérifie des propriétés. Okay, donc, à partir de là, ça me permet de construire ma statistique et ensuite, on va regarder les propriétés de cette statistique pour se dire, OK, j'ai construit comme ça 3 estimateurs, c'est lequel le meilleur. Voilà. Et je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais c'est l'objet de toute la littérature en statistique mathématique pendant plus que 60 ans, d'essayer de trouver des bons estimateurs parce qu'ils ont des propriétés théoriques intéressantes. Alors, parmi les propriétés qu'on aime bien, il y a le biais. Donc, le biais, c'est une propriété importante sur les estimateurs. On dira qu'on a un estimateur sans biais si... il faut d'abord que je définisse le biais. Donc, le biais, c'est quoi? C'est la différence entre l'espérance de votre estimateur et la vraie valeur. Okay, donc, c'est la différence entre où est-ce que vous vous trouvez en moyenne et où se trouve la vraie valeur. On aura un estimateur qui est sans biais quand le biais vaut 0. Okay, alors, ce qu'on voit, c'est que c'est une propriété théorique d'un estimateur. Okay, donc, une fois que vous avez construit votre estimateur, il est théoriquement sans biais. Okay, donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en moyenne, la valeur que vous allez obtenir, elle est exactement sur la valeur, la vraie valeur inconnue. Okay, donc, ça veut dire, si jamais vous retournez sur la capsule sur la génération de hasard, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'espérance d'un estimateur, ça veut dire, si jamais je pouvais générer plein d'échantillons en moyenne, où est-ce que je me trouverais? Okay, donc, si jamais je m'intéresse à la taille des individus, si jamais je vous dis, je vais prendre la moyenne, il s'avère que la moyenne est un estimateur sans biais du paramètre mu de votre loi normale, si jamais je suppose que la taille des gens suit une loi normale. Okay, dans ces cas-là, l'espérance de x bar, c'est égal à mu. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais j'avais d'autres échantillons et que je calculais la moyenne de mes moyennes, dans ces cas-là, je devrais tomber sur la vraie valeur. C'est exactement ce que ça vous dit. Donc, encore une fois, c'est une propriété théorique parce que j'ai généralement un seul échantillon. Et donc, ce qu'on va juste pouvoir se dire, c'est que mon estimateur, il a du sens parce qu'en moyenne, je devrais tomber sur la bonne valeur. Je ne peux pas le vérifier sur mes données. C'est une propriété théorique qu'on a sur les estimateurs qui ont été construits comme étant des statistiques de nos variables aléatoires. Okay, donc, ce qu'on appelle un estimateur sans biais, c'est une statistique, un θ chapeau, tel que l'espérance de θ chapeau de y, c'est égal à θ si jamais effectivement mes y sont des collections de variables aléatoires indépendantes dont la vraie distribution c'est fθ avec ce paramètre θ. Alors, ce sans biais, des fois, on ne l'a pas. On ne l'a pas, mais des fois, ce n'est pas très très grave dans le sens où peut-être que l'estimateur il est biaisé. Mais si jamais la taille de mon échantillon grandit, dans ces cas-là, mon biais va tendre vers 0. Okay, donc, encore une fois, 3 étoiles, si jamais c'est un problème un peu abstrait et un peu complexe, encore une fois, ça ne tombera pas à l'examen. Mais voilà. Pour votre culture, sachez que des fois, on va se contenter d'avoir des choses qui ne sont pas forcément sans biais quand on a n observations, mais si jamais n devenait très 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 grande, dans ces cas-là, le biais tendrait vers 0. Okay, donc le biais, on est asymptotiquement sans biais dans le sens où le biais va disparaître quand la taille tend vers l'infini. Alors je vais juste vous montrer des petits exemples parce qu'en fait, c'est des choses qu'on a vues sans le dire quand on parlait de la variance. Alors je vais commencer par quelque chose de simple. Supposons qu'on ait des observations avec une certaine moyenne mu. Dans ces cas-là, ce qu'on peut montrer, c'est que mu chapeau, qui est tout simplement y bar, okay, donc ça c'est l'estimateur naturel quelque part de la moyenne. Okay, y bar, c'est un estimateur sans biais
de ma moyenne sous-jacente, de mon espérance mathématique. Okay, donc la moyenne empirique est un estimateur sans biais de l'espérance mathématique. En fait. Okay, donc ça, on l'avait déjà vu, hein, c'est lié au fait que l'espérance des YI est égale à mu. Et quand on regarde l'espérance de mu chapeau, dans ces cas-là, on va avoir 1 sur n, la somme des espérances, des YI, qui valent mu, et donc je me retrouve à sommer n fois mu, ce qui va me faire n fois mu divisé par n, et donc il me reste tout simplement mon mu. Okay, donc ça, je l'avais déjà évoqué quand je vous ai présenté un peu la moyenne. Je ne vous avais pas dit à quoi ça servait, mais ça permet de dire qu'on a un estimateur sans biais. Supposons qu'au lieu d'avoir du n, je fasse du n plus 3. Okay, ne me demandez pas pourquoi, mais voilà, je peux construire comme ça un autre estimateur. Cet estimateur, il est biaisé. Il est biaisé tout simplement parce que si jamais je regarde son espérance, l'espérance de mu tilde, cette fois-ci, ça va me donner quelque chose comme n sur n plus 3 mu. Okay, donc il y a ce coefficient-là qui fait qu'en fait, je vais sous-estimer a priori mon paramètre mu. Okay, si jamais j'ai 3 observations, dans ces cas-là, je le sous-estime pas mal, parce qu'en fait, je le divise par 2. Okay, mais si jamais j'avais 1000 observations, dans ces cas-là, on voit que ça me met une correction assez infime. D'accord, donc ce n'est pas un estimateur sans biais, mais c'est un estimateur dont le biais va devenir de plus en plus petit quand n va tendre vers l'infini. Alors cet exemple, en fait, on l'a déjà vu. C'est l'exemple qu'on avait sur l'estimateur de la variance. Okay, donc la variance empirique. Quand on avait défini la variance empirique, je vous avais dit plusieurs fois, on va diviser par du 1 sur n moins 1. En tout cas, tous les logiciels divisent par 1 sur n-1, ce qui est un peu pénible parce qu'en fait, on perd des propriétés. C'est le probabilisme qu'on devrait avoir, mais peu importe. C'est généralement l'estimateur de la variance qui est utilisé. Et pourquoi est-ce qu'on utilise celui-là? Essentiellement parce que quand on prend la somme des écarts à la moyenne empirique, donc la somme des écarts au carré, donc les YI moins Y bar, le tout à la 2, okay, si jamais je prends cette somme et que je la divise par 1 sur n-1, dans ces cas-là, on récupère un estimateur sans biais. Okay, donc c'est pour ça qu'on divise par 1 sur n-1, c'est parce qu'en fait, on voit un estimateur sans biais. Okay, si jamais vous divisez par 1 sur n, dans ces cas-là, vous avez un estimateur qui est biaisé, mais asymptotiquement sans biais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand n devient grand, le biais devient infiniment petit. Okay, donc, l'histoire du 1 sur n-1 qu'on avait dans les capsules de mémoire numéro 3, sur la partie numéro 3 du cours, c'était lié à ça. C'est le fait qu'on veut construire un estimateur sans biais de la variance. Donc, ce que j'avais noté S carré, okay, donc cette grandeur-là correspond à ce que j'avais noté S carré dans la partie sur les grandeurs statistiques. Sur 1 sur n-1 venait du fait qu'on veut construire un estimateur sans biais. Ce n'est pas forcément l'estimateur le plus naturel. Naturellement, on a envie d'utiliser plutôt celui-là. Mais il s'avère que cet estimateur est biaisé. Donc c'est ça l'histoire du biais. C'est le fait qu'on veut que l'espérance de notre statistique, on veut qu'en moyenne, notre statistique corresponde à la valeur qu'on ne connaît pas. Okay, encore une fois, c'est une propriété théorique. Si jamais j'ai cette propriété théorique, ça veut me dire que mon estimateur, il n'est sûrement pas si mauvais que ça, parce qu'en moyenne, il tombe sur la bonne valeur. Okay. Alors, juste un autre petit exemple, là encore, un peu hors sujet, mais peu importe, enfin pas hors sujet. C'est parfaitement dans le sujet du cours et c'est pertinent de le voir. Mais encore une fois, ça ne tombera pas à l'examen, donc ceux qui se concentrent uniquement sur le fait de réussir l'examen, vous pouvez passer. Si jamais je regarde l'estimateur de la fonction de répartition empirique, okay, donc je vous avais dit, la fonction de répartition empirique, c'est ce F chapeau. Okay. F chapeau, ça consiste à dire, supposons que j'ai des données, je vais regarder la proportion des observations plus petites ou égales à petit y. Okay, donc, j'avais construit comme ça mon estimateur grand F chapeau. Là, je le dis, en fait, cet estimateur, cette estimation, je peux l'avoir comme étant un estimateur, tout simplement en me souvenant qu'en fait, les Y, je peux les voir comme étant des variables aléatoires. Donc, au lieu de partir d'un échantillon de données, je vais revenir sur la construction de mon objet formel qui était ma fonction de répartition empirique. Tout d'un coup, ça devient une variable aléatoire. Ça devient, encore une fois, si jamais je suis désolé, comme tous les statisticiens, je vais utiliser les mêmes notations pour deux objets différents. Mais si jamais j'avais défini ce F chapeau du Y comme étant à partir d'un échantillon donné, la proportion des données qui étaient plus petites ou égales à petit y, dans ces cas-là, cette chose-là me donnait ma valeur numérique. Okay, donc peut-être il y a un tiers des données, donc ma fonction de répartition voit un tiers. Mais si jamais je vois mes données comme étant des variables aléatoires, d'un coup, cette chose-là devient aléatoire parce que ce y devient une variable aléatoire. Okay, et l'avantage, c'est qu'en fait, cette chose-là, on la maîtrise relativement bien parce que ces choses-là, c'est des indicatrices.
comme c'est des indicatrices qui valent 0 ou 1, dans ces cas-là, on a des lois de Bernoulli. Comme on a des lois de Bernoulli, ben dans ces cas-là, on récupère ici une loi binomiale. Okay, et donc, on sait parfaitement comment cette chose-là se comporte. Okay, et donc, en particulier, on peut obtenir la distribution. Donc, ça pour vous dire que si jamais je construis une fonction de répartition empirique, donc qui serait une fonction en escalier, ben en fait, je peux l'avoir comme étant une réalisation de variable aléatoire, et donc on peut montrer comme ça qu'on pourrait avoir potentiellement plein de valeurs, et donc on pourrait construire un intervalle de confiance. Okay, donc c'est ça qui va être intéressant par la suite. Encore une fois, si jamais je fais toute cette partie un peu théorique sur les propriétés de les distributions de mes estimateurs, ça va me permettre de construire des intervalles de confiance. Et donc de me dire, OK, si jamais j'avais eu un autre échantillon, ben ma fonction de répartition qui était en escalier, elle serait peut-être un petit peu différente, mais je maîtrise en fait la variabilité que je devrais avoir. D'accord? Donc en fait, je suis juste en train de vous dire, je devrais avoir à un Y donné, l'endroit où je me trouve. Encore une fois, je vais me trouver juste sur des valeurs qui sont en 1 sur n. Ce qu'on peut montrer, c'est que ça va suivre une loi binomiale. Okay, mais bon, peu importe, on n'est pas là pour construire nos intervalles de confiance pour l'instant. Ce que je peux juste vous dire, c'est que l'espérance de f chapeau, bah, c'est tout simplement égal à f de y. Donc effectivement, j'ai construit un estimateur sans biais de ma vraie fonction de répartition. Donc c'est pour ça que la fonction de répartition empirique, elle est intéressante. C'est qu'en fait, c'est un estimateur sans biais de la vraie distribution. Donc c'est sûrement une grandeur qui est relativement proche, là encore, en moyenne, de la distribution inconnue. OK, comment est-ce que je fais pour contrôler mon estimateur? Donc ça vous dit en moyenne où vous vous trouvez, mais on voudrait aller un petit peu plus loin. Donc c'est ce qu'on va appeler l'erreur quadratique moyenne. Okay. Je pense que j'aurais pu mettre des étoiles, parce qu'a priori ça ne tombera pas à l'examen, mais encore une fois, je pense que c'est important de savoir pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à certains estimateurs et pas d'autres. Okay. Donc c'est ce qu'on appelle l'erreur quadratique moyenne, donc ce qui va se noter en anglais mean square error, donc le MSE. Okay. Donc la définition de l'erreur quadratique moyenne, c'est quoi? C'est que quand j'ai un estimateur θ chapeau, je regarde l'espérance de θ chapeau moins θ, au carré. Okay. Donc ça nous fait beaucoup penser à une variance. En fait, ce n'est pas exactement une variance, essentiellement parce que je ne sais pas exactement ce que c'est que cette quantité θ. C'est la vraie valeur sous-jacente, mais ce n'est pas l'espérance de θ chapeau. Okay, je vous rappelle que la variance d'une variable aléatoire, z, ça serait l'espérance de z moins son espérance à la 2. Okay, donc là, on n'est pas exactement... On voit qu'on est sur des choses assez proches. On est sur l'espérance d'une différence de carré. Okay, donc on est sur quelque chose qui nous fait penser à une variance, mais c'est juste qu'en fait, le paramètre par rapport auquel on se positionne n'est pas la valeur espérée, mais c'est la vraie valeur, inconnue. Okay, donc ça, c'est ce qu'on appelle l'erreur quadratique moyenne. Alors, on a une propriété qui est qu'en fait, on peut décomposer, je ne vais pas rentrer beaucoup plus loin dans les détails, mais on peut récupérer le terme de variance, c'est-à-dire si jamais j'avais pris la différence entre θ chapeau et son espérance, et le biais. Et donc, on se retrouve avec une formule assez classique qui est qu'en fait, l'erreur quadratique moyenne, c'est le carré du biais et auquel on ajoute la variance. Okay, donc, on a deux composantes qui interviennent dans l'erreur quadratique moyenne. Il y a le biais et il y a la variance de notre estimateur. Okay, donc, ça permet de faire ressortir deux grandeurs qui vont être fondamentales par la suite. Le biais, on en a déjà parlé. Le biais, ça veut dire est-ce qu'en moyenne, je me trouve proche de la vraie valeur? Et la variance. La variance, elle nous donne une autre information, c'est qu'elle nous donne la précision de notre estimateur. Okay, donc, on voit qu'on a ces deux grandeurs qui vont intervenir quand on veut construire un estimateur. On voudrait idéalement que ces deux grandeurs soient petites. À la fois, j'aimerais bien qu'en moyenne, je me trouve proche de ma vraie valeur. On voudrait avoir un biais qui soit petit. Et en plus, on voudrait avoir une variance qui soit petite. Donc, ça veut dire que l'estimateur est précis. Okay, donc, c'est vraiment les deux notions fondamentales sur les estimateurs, le biais et la variance. Okay, et encore une fois, on voudrait que ces deux grandeurs soient petites. Le problème, c'est que, comme toujours, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. On ne peut pas avoir ces deux grandeurs-là petites en même temps, en particulier, je ne peux pas les avoir nulles en même temps. Okay, si jamais je veux quelque chose qui soit sans biais, forcément, je devrais avoir peut-être une variance un peu importante. Et donc, on essaie de trouver quelque chose qui soit... On va oublier l'histoire d'optimalité, on ne va pas chercher les meilleurs, mais on voudrait idéalement quelque chose qui soit avec à la fois un biais faible et à la fois une variance faible. Okay, donc, l'erreur quadratique moyenne, c'est vraiment la grandeur naturelle qu'on a envie de regarder quand on construit un estimateur. Okay, et encore une fois, je suis vraiment dans la construction théorique des estimateurs et j'aimerais bien pouvoir vous proposer des estimateurs qui soient bons pour qu'ensuite on puisse les utiliser en pratique. Okay, mais pour le moment, j'ai besoin de définir ce que c'est qu'un bon estimateur. Toute cette série de capsules que j'ai là, qui est peut-être un peu théorique, va me permettre de définir ce que c'est qu'un bon estimateur. Un bon estimateur, c'est vraiment basé sur ces deux grandeurs-là.
le biais et la variance, idéalement, on voudrait que ces deux grandeurs soient petites. Okay, il y a d'autres propriétés qu'on pourrait demander, en particulier sur la distribution, mais on va les mettre de côté pour l'instant. Je ne sais même plus si on va en parler un tout petit peu plus tard par la suite, mais pour l'instant, en tout cas, on va oublier. Donc, on veut juste avoir un estimateur qui, en moyenne, soit proche de la valeur qu'on ne connaît pas, et si possible, qu'il soit précis. Voilà. C'est vraiment les deux grandeurs. Si jamais vous avez qu'un truc à retenir sur cette petite heure de capsule que je vais vous faire, c'est que un estimateur de θ, il a du sens si jamais son biais n'est pas trop grand et si jamais il est relativement précis. Donc, si je mets sa variance θ. Okay. Alors, une petite propriété qui peut être intéressante, c'est qu'on va définir une notion de consistance, qui est peut-être un peu complexe, mais voilà, qui veut juste dire qu'en fait, l'erreur quadratique moyenne va tendre vers 0 quand la taille de l'échantillon tend vers 0. Si jamais, ce que ça veut dire, c'est relativement pertinent, ça veut juste dire, si jamais j'avais accès non pas à un échantillon, mais que j'avais accès à toute la population, donc j'observais tout le monde, dans ces cas-là, j'aurais plus de biais, j'aurais plus de variance. Okay, c'est ça que ça veut dire. Donc là, ce qu'on est juste en train de dire, c'est si jamais je pouvais obtenir un échantillon relativement grand, j'aurai un estimateur qui va être très, 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 très proche de la vraie valeur sous-jacente. Okay, ce qui se traduit mathématiquement par le fait que ces deux grandeurs, le biais et la variance, sont nuls. Enfin, tendent vers 0, en tout cas, quand même, tendent vers l'infini. Autre petite propriété qui peut être importante, si jamais je n'ai pas de biais, dans ces cas-là, le terme de biais disparaît, donc l'erreur quadratique se résume en une variance. Okay, donc un estimateur qui est asymptotiquement sans biais, il est consistant juste si je mets la variance étant vers 0. C'est pour ça que des fois, si jamais vous regardez des livres de stats, on se contente de regarder est-ce que la variance d'un estimateur tend vers 0 quand n tend vers l'infini. Okay, repensez à votre terme de variance. Je vous rappelle qu'on avait défini la variance comme étant du 1 sur n, la somme des de grandeur au carré. Okay, donc on va montrer par la suite que effectivement, on va avoir des convergences vers 0. Donc le fait qu'on divise par n va nous donner des propriétés intéressantes. Ok. Donc ça, c'est bien, ça nous permet de définir des propriétés souhaitables d'estimateurs. On peut aller un tout petit peu plus loin. C'est qu'en fait, généralement, on pourra construire plusieurs estimateurs. Et on pourra se demander c'est lequel le meilleur. Donc je vous en avais parlé un tout petit peu, par exemple, supposons qu'on s'intéresse à une loi normale mu1. Dans ces cas-là, on pourrait proposer comme estimateur θ chapeau 1 qui serait tout simplement y bar, ou alors on pourrait proposer θ chapeau 2 qui serait la médiane. La médiane des y. Comment je fais pour choisir entre les deux? C'est lequel le meilleur? Alors, on a comment est-ce qu'on peut définir un meilleur? On peut le définir en tout cas en disant un critère qui était important, c'était l'erreur quadratique moyenne. Dans ces cas, il suffit de la calculer puis de se dire je vais retenir celui qui a une erreur quadratique la plus faible. Okay, donc c'est généralement ce qui est proposé dans la littérature, qui est de dire c'est la notion d'efficacité. On dira que θ1 est plus efficace que θ2 si son erreur quadratique est plus faible. Voilà. Donc ça nous permet comme ça de définir un rapport d'efficacité où on va essayer de regarder deux estimateurs, tout simplement en regardant le ratio des erreurs quadratiques moyennes. Et donc, si jamais j'ai un estimateur, donc si jamais effectivement ce rapport est plus petit que 1, ça veut dire que θ2 est meilleur que θ1. Si jamais c'est plus grand que 1, ça veut dire que je préférerais θ1 à θ2. Okay, donc je vais juste revenir un tout petit peu là-dessus, parce qu'encore une fois, c'est quelque chose qui peut être intéressant pour choisir un estimateur, même si, à mon avis, ça dépasse peut-être un tout petit peu le cadre du cours, puisqu'en fait, généralement, donc on est sur l'application des statistiques. Mais voilà, je veux juste que vous compreniez pourquoi est-ce qu'on utilise certains estimateurs et pas d'autres. Généralement, c'est parce que les statisticiens regardent et vous permettent de garantir que certains estimateurs sont meilleurs que d'autres. Okay, donc, petit exemple très simple. Supposons que j'ai des données, encore une fois, avec une certaine moyenne, une certaine espérance. Je peux proposer deux estimateurs. Alors, tout à l'heure, je vous parlais par la moyenne et la médiane. On va oublier la médiane un instant. On va juste dire, le premier estimateur, c'est la moyenne, c'est y bar. La deuxième estimateur, c'est la moyenne, mais juste sur la moitié des données. Je prends juste la première moitié d'observation et je vais calculer la moyenne là-dessus. Si jamais je vous dis comme ça sans regarder la suite, à votre avis, c'est lequel le meilleur estimateur? Vous devriez vous dire, celui-là, à mon avis, je devrais préférer mu1 à mu2. mu1 devrait être meilleur. Alors, je suis désolé, j'ai mis une relation d'ordre, mais en fait, on aura envie de se dire que celui-là est meilleur que mu2. Alors, et c'est plein de bon sens, en fait. Ça consiste essentiellement à se dire, plus j'ai de données, mais plus ma statistique devrait être meilleure. Dans le sens où, ici, je compare des objets qui sont de même nature.
Dans deux cas, je construis la moyenne empirique. Okay, je me contente de sommer mes observations et de diviser par le nombre d'observations. Okay, plus j'en ai, plus je devrais être précis quelque part. D'accord? Donc c'est ça qu'on a envie de quantifier. Okay, c'est ça le but de tout ce qu'on est en train de faire, c'est de se dire, j'ai envie d'avoir un critère qui reflète ça et qui me dise qu'effectivement, mu1 est meilleur que mu2. Alors, ce qu'on peut observer, c'est que nos deux estimateurs sont sans biais. Okay, tout simplement parce qu'on revient sur la propriété que j'ai déjà démontrée, qui est que l'espérance de la moyenne, c'est égal à l'espérance mathématique. Donc effectivement, mes deux estimateurs sont sans biais. Si jamais je calcule mes moyennes, okay, dans le premier cas, j'avais sigma 2 sur n. Okay, dans le deuxième cas, j'ai sigma 2 sur 2n. Okay, donc on a ici une variance qui va être divisée par 2n. Okay, pardon. Forcément, j'ai écrit une bêtise. C'est pas 2n, c'est n sur 2. Okay. Donc le deuxième estimateur, sa variance, elle est plus grande. Okay, donc la variance de mu2, elle est plus grande que la variance de mu1. Et ça suffit en fait à nous dire que l'espérance quadratique sera plus grande. Okay, et donc on va rejeter cet estimateur, encore une fois, puisqu'on veut à la fois le biais le plus petit possible et la variance la plus petite possible. Comme ils ont le même biais, dans ces cas-là, je préférais celui qui a une variance la plus faible. Okay, donc désolé pour la typo, je vais corriger les slides. Et voilà. Dans le premier cas, on est divisé par n. Dans le deuxième cas, on divise par n sur 2. Et donc, comme on divise par n sur 2, le 2 passe au numérateur. Et donc, on a une variance qui est 2 fois plus grande. Okay, donc, cet estimateur, ce second estimateur, est plus variable, puisque, en gros, il a moins d'observations. Moins vous avez d'observations, plus vous allez être sensible à des valeurs un peu extrêmes. Et donc, plus vous allez avoir de variabilité. Okay, donc, avoir plus d'observations permet de réduire votre variance, essentiellement parce qu'en fait, la variance est dans sigma 2 sur n. Et donc, plus j'ai d'observations, plus votre variance va être faible. Donc, en fait, l'estimateur est 2 fois plus efficace que le premier et 2 fois plus efficace que le second. Okay, donc, c'est ça qu'on est en train de dire. On est en train de dire, si jamais vous avez n observations, ça semble pertinent de toutes les utiliser. Okay, en tout cas, si jamais vous en utilisez moins, vous allez avoir des estimateurs qui sont moins intéressants parce qu'ils sont moins efficaces. Okay, je vais aller un tout petit peu plus loin pour vous montrer un petit exemple un petit peu pathologique quand même. Et je mets des étoiles parce que c'est largement en dehors de ce que je vais vous demander à l'examen, mais encore une fois, l'examen n'est pas la finalité du cours. La finalité du cours, c'est que vous apprenez les choses. Il s'avère que des fois, construire des estimateurs biaisés, ça peut être pertinent. Je vais prendre un petit exemple. Supposons que je m'intéresse toujours à mon premier estimateur qui était la moyenne. Le deuxième, au lieu d'enlever des observations, comme on l'avait fait auparavant, où je disais je vais prendre les n sur 2 premières, je vais prendre ma moyenne et je vais la multiplier par un coefficient. Okay, donc par exemple, je vais prendre y bar multiplié par 3 quarts. Okay, ça peut paraître un peu stupide, mais ce que je vais vous prouver, c'est que ce n'est pas forcément complètement stupide. Donc pourquoi est-ce que ce n'est pas stupide? Essentiellement parce qu'on a deux paramètres qui interviennent dans cette erreur quadratique moyenne, il y a le biais et la variance. Et en fait, ce que je vais vous montrer, c'est qu'on va pouvoir construire cet estimateur, il est biaisé, mais potentiellement, il a une variance plus faible. Et donc, en fait, c'est possible qu'au final, on y gagne sur l'erreur quadratique moyenne. Donc, si je vais détailler un tout petit peu, ce que je vous dis, c'est que le premier, il est sans biais, okay, et il a une variance en sigma 2 sur n. Si je regarde le deuxième, il est biaisé. Il est biaisé parce qu'au lieu de dire je vais prendre ma moyenne, je vais prendre 3 quarts de la moyenne. Donc forcément, je vais avoir un biais. Le biais, il vaut un quart de la moyenne. Okay, donc je construis un estimateur qui a un biais, sauf que quand vous regardez la variance, elle est plus faible. La variance, elle est plus faible essentiellement parce que j'ai mon coefficient alpha 2. Donc d'un côté, j'introduis un biais, c'est pas bien, mais je réduis sa variance, ce qui est bien. Et donc, si jamais je regarde l'un dans l'autre ce qui se passe, le premier sur l'erreur quadratique, c'était tout simplement sa variance, sigma 2 sur n. Le deuxième, c'est un peu plus compliqué, puisqu'en fait, j'ai le biais au carré plus la variance, et donc je récupère cette chose-là. Et en fait, quand je regarde l'efficacité, en fait, cette efficacité, elle ressemble à ça, qui est du alpha 2 plus 1 moins alpha 2 à n multiplié par le coefficient de variation à la 2. Et ça, alors je vais juste vous montrer sur un petit dessin ce que ça veut dire. Si jamais je regarde ma notion d'efficacité, en fait, ce qu'on peut montrer, c'est que, effectivement, si jamais alpha était égal à 1, on a le même estimateur, donc ils sont équivalents. Si jamais je commence à introduire un coefficient alpha, dans ces cas-là, je commence à être avec une efficacité qui va être plus petite que 1. Donc, en fait, le premier estimateur est plus intéressant. Pardon, le deuxième estimateur est plus intéressant. Okay, donc, cet estimateur devient meilleur
que le premier. D'accord? Donc, multiplié par un petit quelque chose vous introduit une notion de biais, mais pas trop grande, de telle sorte en fait que la variance, ça peut être intéressant. Okay. Donc, ce qu'on est en train de dire, c'est que si jamais j'avais ma distribution sous-jacente qui était cette distribution noire, okay, je peux introduire un biais. Donc, effectivement, je vais avoir une distribution de mon estimateur qui est un peu décalée, mais qui sera moins dispersée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je construis un estimateur plus précis, mais faux. D'accord? Et ça, en fait, il s'avère que ce n'est pas forcément gênant. L'idée, c'est de dire, si jamais vous avez un estimateur qui est plus précis, si jamais vous pouvez estimer le biais, dans ces cas-là, il suffit de le décaler après. Okay, c'est ça qu'on est en train de dire avec je ne suis pas en train de le dire de cette manière-là, mais c'est ça qui est caché un peu derrière. C'est de se dire, en fait, si jamais vous avez un estimateur qui est plus précis, ça peut être relativement intéressant. Okay. Alors, par exemple, ici, ce que je suis en train de vous montrer, c'est que si jamais j'avais cette distribution-là pour votre estimateur mu chapeau, mu1 chapeau, je peux construire un estimateur beaucoup plus resserré, mais avec un biais relativement important. En fait, ça vous donne exactement la même efficacité. Okay, donc, formellement, ces deux estimateurs sont équivalents. Il y en a un qui est très précis, mais un peu décalé. Et en fait, je peux même dire, je le divise carrément par 5. Donc ici, je suis en train de prendre un paramètre alpha qui vaut 0,2. Donc si jamais je prends ma moyenne et je la divise par 5, dans ces cas-là, j'ai un estimateur qui a un biais très important. Donc je suis complètement décalé. Okay, donc c'est comme si je vous dis la taille des gens, au lieu de proposer comme estimateur la moyenne empirique qui valait 1,70 m, je vais diviser par 5. Donc je veux dire que c'est 40 cm. C'est complètement faux, mais c'est hyper précis. En fait, il s'avère que ce n'était pas si gênant que ça. Alors dans ce cas-là, on est en train de dire que si. C'est-à-dire qu'on a une efficacité qui est relativement pourrie. Mais potentiellement, en tout cas, je pourrais multiplier par un petit quelque chose qui, en fait, me donne un estimateur qui ne serait pas si mauvais que ça. Okay, donc, en fait, je suis en train de vous dire qu'il est possible qu'on trouve un coefficient alpha qui nous permette, certes, d'introduire un biais, mais le biais sera largement compensé par la variance. Et donc, en fait, on a un estimateur qui est meilleur dans cette zone-là. Alors ça, c'est... Je ne vais pas aller beaucoup plus loin, mais sachez que ça a été un paradoxe qui a été largement étudié pendant pas mal d'années. Il y a eu beaucoup d'articles sur ce sujet-là. En fait, ce sont des estimateurs qui sont proposés parfois dans certains problèmes. Si vous voulez, je vous mettrai des références, mais voilà, c'est des méthodes pour proposer des classes d'estimateurs qui peuvent être relativement intéressants. Et en particulier, c'est ce qu'on a vu arriver ces dernières années en apprentissage machine, où on propose des estimateurs qui ne sont plus des estimateurs sans biais, qui sont biaisés, mais qui peuvent être potentiellement bien meilleurs. Okay. Donc, c'est voilà, l'idée de se focaliser non plus sur des estimateurs sans biais, mais de regarder l'erreur quadratique. Je vais juste prendre un dernier exemple, puis après, je vais peut-être arrêter parce que ça fait longtemps que je parle dans cette capsule. Si jamais je m'intéresse à des tirages de Bernoulli, okay, si je m'intéresse à des tirages de Bernoulli, supposons qu'on connaisse N. Dans ces cas-là, si on veut estimer un P chapeau, on va s'intéresser à la fréquence. Donc, ça veut juste dire quoi? Vous comptez le nombre de fois où vous avez eu des 1. Okay, donc, vous les sommez. Je définis ma somme comme étant la somme des Y1, Y2, Y3 jusqu'à Yn. Donc, je vais dire, je vais prendre ma fréquence empirique. Okay, donc, on va dire l'estimateur de P, ça va être tout simplement un Y bar, et c'est tout simplement Sn divisé par N. Okay, donc là, c'est l'estimateur le plus naturel qu'on a envie d'imaginer pour notre fréquence. Okay, il s'avère qu'on pourrait la décaler un petit peu et se dire, je vais prendre Sn plus 1 divisé par N plus 2. Donc ça, c'est un autre estimateur. Est-ce qu'il est pertinent ou pas? Il faudrait calculer son erreur quadratique moyenne. Donc le premier, toujours la même chose. Le premier est un estimateur sans biais. On calcule sa variance et donc on récupère l'erreur quadratique moyenne. C'est le biais plus la variance. Okay, le biais vaut 0, puisque j'ai un estimateur sans biais, donc c'est juste le terme de variance. Donc on a récupéré notre erreur quadratique moyenne de notre premier estimateur, le MSE. Okay, je peux faire la même chose sur le deuxième. Alors c'est un peu plus technique parce qu'il est biaisé. Okay, il est biaisé, mais on peut calculer son biais. On peut aussi calculer sa variance. Et donc on récupère cette erreur quadratique moyenne, donc qui vaut un truc moche. Mon point est de noter que je peux récupérer une efficacité qui en fait peut être un petit peu plus petit que 1. Donc ce que ça nous dit, c'est quoi? C'est que si jamais ma probabilité est proche de 1,5, okay, dans ces cas-là, on peut avoir un estimateur qui est un peu meilleur. Okay, et effectivement, c'est ce qu'on va voir par la suite. Okay, alors je suis désolé, je l'ai appelé P3, mais c'est la même chose. En fait, c'est effectivement quelque chose qui va être proposé par la suite quand on construira des intervalles de confiance. C'est qu'en fait, effectivement, on peut faire une petite correction. Et des fois, ça peut être pertinent de rajouter 1 dans vos observations, dans vos données. Okay. Donc, vous rajoutez un 1 et vous faites comme si vous aviez rajouté 2 observations.
Okay. Il s'avère que cet estimateur, de manière un peu étonnante, est un peu meilleur que l'estimateur qu'on avait eu en prenant juste la fréquence empirique. Okay. Donc construire des estimateurs biaisés, ce n'est pas forcément complètement stupide, et on le verra réapparaître dans la partie 12 quand on construira des intervalles de confiance. Il s'avère que c'est l'intervalle de confiance qui est construit par défaut avec certains logiciels. Okay. Donc pourquoi est-ce qu'on utilise cette chose-là? Essentiellement à cause de cette propriété-là. C'est-à-dire que si jamais on est sur un paramètre qui est proche d'un demi, genre une pièce qui est non biaisée, et que justement, vous prenez des élections, vous voulez savoir si un candidat va gagner, supposons que les deux candidats soient très très proches, ben, si jamais on veut construire un intervalle de confiance qui ont plus de sens, il s'avère que cet estimateur est un peu meilleur. Okay. Donc voilà. Donc il ne faut pas être étonné de les voir réapparaître, c'est lié à ces histoires d'erreurs quadratiques. Ok, on va souffler un tout petit peu et on se retrouve dans un instant pour la suite.